Bonjour à tous. Avant de commencer cette session, voici une présentation de son contenu. Dans la section ouverture, nous verrons les avantages de la prise d'initiative, autrement dit, de toujours devancer l'adversaire et de tenir les rênes de la partie. Le chapitre tactique sera consacré à l'échec et à l'attaque double, alors que dans la section stratégie, nous nous concentrerons sur l'activité, c'est-à-dire dans quelle mesure nos pièces sont actives, combien de cases elles contrôlent ou quel est leur potentiel. Dans la section finale, nous parlerons de la promotion d'un pion éloigné et de la règle importante du carré. Enfin, dans la leçon du grand maître, Miguel Illescas nous rappellera l'importance d'être concentré et de toujours passer nos pièces en revue avant de les déplacer. À nouveau, de nombreux thèmes pour approfondir notre connaissance du jeu. Vous êtes prêts ? Pour prendre l'initiative dès l'ouverture, nous devons être les premiers à menacer l'adversaire. Mais pas de n'importe quelle manière. Si nous n'arrivons pas à transformer cet avantage temporaire en quelque chose de permanent, si nous ne sommes pas courageux, cela ne nous aura servi à rien. Aussi, nous allons chercher des coups visant à menacer notre adversaire pour arriver à un double effet. Améliorer notre position et lui créer des difficultés tant dans le développement de ses pièces que dans le rock. Pour voir comment faire, nous allons examiner une partie du grand champion du monde cubain, José Raúl Capablanca. Observons comment. Depuis le deuxième coup, les blancs sont en train d'attaquer le pion noir. Ce faisant, ils développent une pièce et à la fois, ils prennent l'initiative puisqu'ils obligent les noirs à se défendre de la menace qui pèse sur leur pion E5. Depuis le début, Capablanca montre à son adversaire son intention de prendre l'initiative et l'oblige à se défendre. Voyons quelle est la réaction des noirs et comment les blancs choisissent de ne pas leur laisser de répit. Le cavalier noir se déplace en C6 pour défendre le pion attaqué, mais les blancs gardent l'initiative et renouvellent leur menace en déplaçant leur fou en B5, entrant ainsi dans l'ouverture espagnole. Les noirs contre-attaquent grâce à la défense berlinoise et ils attaquent le pion E4. Après quoi, les blancs décident de roquer, protégeant leur roi et libérant la tour. Celle-ci pourrait arriver à exercer une pression gênante le long de la colonne si le jeu venait à s'ouvrir. Avec ce dernier coup, on pourrait penser que les blancs renonceraient à continuer de prendre l'initiative. Bien au contraire, avec le roc, ils mettent en évidence leur intention de poursuivre le développement de leurs pièces. La réponse des noirs consiste à défendre le pion central en déplaçant leur pion en D6. Capablanca pourrait répliquer de la même manière avec D3, mais il choisit de continuer à se battre pour l'initiative et déplace son pion en D4 au lieu de défendre le pion roi attaqué par le cavalier noir. Ce coup lui permet de renouveler la menace portée sur le centre de l'échiquier en mettant la pression de nouveau sur le pion en E5. Comme vous pouvez le remarquer, derrière chaque coup du cubain se dissimule une double intention, améliorer sa position et exercer une pression sur son adversaire pour le maintenir occupé à des tâches défensives. Capablanca sait très bien ce qu'il veut et il se bat à chaque coup pour l'obtenir. Pendant que les noirs continuent à développer leurs pièces, les blancs déplacent le cavalier en C3, suivant ainsi leur stratégie qui consiste à toujours avoir un temps d'avance. Ensuite, les noirs terminent une ouverture solide en mettant en jeu 4 pièces mineures grâce au développement du fou en E7. Fidèle à ses intentions, Capablanca répond en déplaçant sa tour en E1 et défend ainsi son pion en E4. Avec une défense si forte de son pion, la menace de prendre le cavalier noir en C6 avec le fou et de gagner le pion en D5 devient plus réelle que jamais. Les noirs relâchent la tension centrale, prennent en D4 et cherchent dans l'échange de pièces une certaine liberté de mouvement. À la suite de quoi, ils décident de roquer.
Une fois l'ouverture achevée, Capablanca prendra l'initiative en milieu de jeu, améliorant sa position coup après coup en attaquant les pièces de son adversaire. En quelques coups, il finira par battre son adversaire sans l'avoir pratiquement laissé respirer. Comme il l'a démontré dans cette ouverture, le charismatique joueur cubain dominait parfaitement l'art de prendre l'initiative et de la transformer en arme efficace. Rien de surprenant pour quelqu'un qui a réussi à se maintenir invaincu pendant 63 parties entre 1916 et 1924 et qui recevra le surnom de « la machine à jouer ». Vous voulez le connaître un peu plus ? Né à la fin du 19e siècle, José Raúl Capablanca apprend les règles des échecs à 4 ans seulement en regardant son père jouer. À 13 ans, il devient champion de Cuba en battant Juan Corzo et commence ainsi une course fulgurante vers la réussite. En 1905, il est membre du Manhattan Chess Club, où rapidement il commence à se distinguer pour son habileté dans les parties rapides, en gagnant un tournoi rapide, auquel participait également le champion du monde de l'époque, l'Allemand Emanuel Lasker, à qui il arrachera le titre mondial 16 ans plus tard. Pendant des années, Capablanca a totalement dominé la compétition, en mettant en pratique un style qui rayonnait par sa simplicité. Tous les maîtres affirmaient comprendre ce qu'il faisait, bien qu'il leur était totalement impossible de l'imiter. Son talon d'Achille était le jeu en position complexe, où les avantages et désavantages se compensent par des facteurs dynamiques, défaut dont il paiera les conséquences en perdant face au Russe Alekhine en 1927. Capablanca n'a pas créé d'école, mais son style a influencé d'autres grands maîtres, comme Bobby Fischer ou Anatole Karpov. Son œuvre, Principes fondamentaux du jeu d'échecs, est considérée par beaucoup comme un des meilleurs livres jamais écrits sur le jeu d'échecs. Maintenant que nous en savons un peu plus sur un des meilleurs joueurs d'échecs de tous les temps, nous allons nous concentrer sur le sujet qui nous concerne. Comment et pourquoi prendre l'initiative dans les ouvertures ? Pour cela, nous allons remonter jusqu'au XVIIe siècle en quête d'une fameuse partie jouée par l'Italien Gioacchino Greco. Dans celle-ci, nous verrons un autre exemple magnifique de prise d'initiative qui, dans ce cas, se termine en échec et mat en pleine phase d'ouverture. Vous êtes prêts ? La partie commence avec une ouverture du pion roi, dans laquelle les blancs ont développé le cavalier en F3 dans le but d'attaquer le pion en E5. Au coup suivant, les noirs placent le pion en F6, ce qui sans aucun doute est un mauvais coup, car il laisse le roi à découvert, limite le champ d'action du cavalier et ne contribue pas au développement du reste des pièces. Réaliser un tel coup face à un bon joueur a souvent des conséquences fatales. Voyons comment, avec un mauvais coup, donner du jeu à votre adversaire qui n'en demandait pas tant. Le coup 2, F6, permet un coup direct, comme c'est le cas avec cavalier en E5, un sacrifice très intéressant qui implique une prise violente d'initiative. À partir de là, avec le développement de la dame en H5 échec, le panorama s'assombrit pour les noirs. Dans cette partie, l'adversaire de Greco refuse d'avancer le pion en G6 pour l'interposer à l'échec, ce qui aurait débouché sur une attaque double du roi et de la tour, puis dame en E5 échec, mais il se met encore plus en difficulté en déplaçant le roi en E7. Comme nous pouvons le voir, la mauvaise ouverture des noirs a facilité le travail de Greco. Il peut menacer et prendre l'avantage grâce à la prise d'initiative. Le dénouement fatal était prévisible. Avec le coup suivant, dame E5 échec, les blancs obtiennent 2 pions pour le cavalier sacrifié et, plus important, une possibilité d'attaque formidable. À partir de maintenant, chaque coup des blancs conserve l'initiative en maintenant une attaque dévastatrice et en obligeant le roi noir à se déplacer sur l'échiquier. Les blancs le traquent sans répit et à chaque coup, ils gagnent un temps, ce qui leur permet de conserver l'initiative jusqu'au bout. Jusqu'à mettre les noirs dans une situation critique. Nous remarquons que les blancs ont jusqu'à 7 pièces en action, alors que les noirs disposent seulement d'un pion qui n'apporte rien de spécial et du roi complètement sans défense.
Désormais, le mat est imparable. L'adversaire de Gréco a essayé de fuir avec le roi, mais il finira échec et mat en 3 coups. Un échec auquel participent la dame, la tour, un pion et le fou qui appuie le pion exécuteur. Avec l'exemple de Gréco, nous venons de voir comment l'initiative se transforme rapidement en attaque et permet de jouer sans laisser de répit à l'adversaire. Maintenant, un dernier exemple sur la manière de prendre l'initiative lors de l'ouverture. Pour cela, quittons le XVIIe siècle et revenons au XXe siècle pour observer un duel entre 2 grands maîtres modernes disputé à Riga en 1995. Kasparov contre Timman. En 1995, Timman était un des meilleurs joueurs du moment et Kasparov, rien de moins que le champion du monde. Voyons quelques enseignements nous pouvons tirer de cette partie disputée en Lettonie. Une partie d'ouverture du pion-dame avec défense slave que nous allons voir très rapidement jusqu'au 9e coup. Nous avons avancé rapidement car ce qui nous intéresse ici est le moment clé de la partie. Donc, ne vous préoccupez pas de ce qu'il s'est passé et faites attention à ce qui va suivre. Le 8e coup des Noirs, cavalier B8 en D7, est une grave erreur, car il permet aux Blancs de répliquer avec une attaque des cases B7 et F7 en développant la dame en B3. La réponse des Noirs est forcée. Ils éliminent le cavalier, mais ils cèdent face aux Blancs, qui continuent à attaquer, cette fois-ci les cases F6 et B7. Timman réussit pour le moment à maintenir l'équilibre matériel en contre-attaquant en E5. Maintenant, nous allons constater comment ces 2 pièces, apparemment bien développées au centre, sont sur le point d'être les victimes des pions blancs. Kasparov savait parfaitement ce qu'il allait se passer, parce qu'il l'avait calculé minutieusement. Il menace donc le cavalier qui soutenait alors le pion en C6 et l'oblige à se déplacer. Regardez bien les positions, car nous sommes arrivés à un moment clé de la partie. Observez. Beaucoup choisiraient de s'emparer du pion noir en C6 en faisant échec et en obligeant le fou à bloquer la menace. De cette manière, les Blancs auraient gagné un pion. Mais en agissant ainsi, ils renonceraient à l'initiative, car ils devraient retirer leur dame menacée, permettant ainsi aux Noirs de les devancer dans le développement. Par conséquent, Kasparov accorde désormais plus d'importance à l'initiative qu'au fait de gagner un pion et décide ainsi de ne pas encore transformer l'initiative en avantage. Voyons quelle solution il va trouver. Les Blancs choisissent d'avancer le pion en E4, contrôlant le centre et libérant le fou en F1. Ce coup met en difficulté les 2 pièces noires qui, à première vue, semblaient bien développées. Timman décide de défendre son pion et les Blancs continuent sans relâche. Il garde l'initiative en menaçant le cavalier, qui ne trouve pas de répit et qui est obligé de sauter au centre. Kasparov continue à gagner des temps et il développe le fou en F4 pour attaquer à nouveau le cavalier, coup qui ne laisse pas d'autre solution au noir que de déplacer le pion en F6. À ce moment de la partie, Kasparov démontre sa fantastique compréhension des échecs en échangeant son puissant fou contre un cavalier d'importance capitale pour les Noirs. Voyons cela. Il élimine le cavalier qui défendait des cases très importantes comme D7, C6 ou C4.
En agissant ainsi, il laisse les noirs dans une position affaiblie, tout en conservant l'initiative par le développement de la tour en D1 et la menace de prise en D7. Comme nous pouvons le voir, les blancs ne laissent pas respirer leur adversaire. Timman devine qu'il est coincé et il décide de tenter sa chance en contre-attaquant. Il déplace la tour en B8 en attaquant la dame de Kasparov, qui répond en prenant le pion, obtenant ainsi un avantage matériel. Timman essaie d'éviter le développement du fou blanc en C4, en jouant la tour en B4 pour contrôler cette case et balayer la 5e rangée. Avec ce coup défensif, le Hollandais accepte la perte d'un pion et il permet à l'Azerbaïdjanais de transformer enfin l'initiative en avantage matériel. Malgré tout, les Blancs ne se résignent pas et continuent à réaliser des coups qui cherchent un double effet, améliorer leur position et mettre l'adversaire en difficulté. Ainsi, ils développent le fou en E2 en préparant un possible roc et en menaçant avec un terrible échec en H5. Si Kasparov ne commet aucune erreur, ce qui est fort probable, il aura tout pour gagner. Va-t-il y arriver? Le joueur hollandais réplique avec un pion en G6 pour éviter l'échec et prépare le développement de son fou. Il entrevoit enfin la possibilité de roquer. Mais Kasparov ne le lui permet pas et place la tour en F1 au lieu de roquer, interdisant à son adversaire de respirer. Accablé par la pression, limité à concentrer ses efforts en défense, Timman commence à pressentir ce qui sera une des défaites les plus rapides de toute sa brillante carrière. La fin de partie approche et nous continuons à apprendre. Le Hollandais cherche à roquer en développant le fou en G7, ce à quoi Kasparov répond avec pion en G6, en coupant la trajectoire du roi noir avec la tour. Celui-ci ne pourra désormais plus roquer et est condamné à rester au milieu. À ce stade de la partie, on entrevoit une combinaison décisive que Timman a décelée et qu'il a préféré ne pas voir. Nous allons l'examiner rapidement. Si Timman effectue la prise et récupère une pièce pour n'avoir plus qu'un désavantage matériel d'un pion, il donnera à Kasparov la possibilité de transformer son initiative en quelque chose de plus inexorable. Observons-le à vitesse rapide. À la fin de la combinaison pendant laquelle les Noirs ont pu ne réaliser que des coups forcés, les Blancs auraient obtenu un avantage matériel décisif de 9 points contre 5. Devant cette perspective, Timman choisit de ne pas prendre le pion en G6 et a effectué ce qui finalement sera son dernier coup. Voici ce qu'il a fait. Il joue tour D4 pour se débarrasser de la pression et interrompre le mouvement de la tour blanche. Ce à quoi Kasparov, avec beaucoup de sang-froid, répond en déplaçant le fou en H5. Ce coup force Jan Timman à abandonner devant l'énorme avantage de son adversaire. Que devons-nous retenir de cette partie? Eh bien, que Kasparov a transformé l'initiative en avantage au moment où il l'a trouvé le plus opportun sans se presser. Nous pouvons observer le coup pendant lequel il a préféré ne pas perdre l'initiative plutôt que de gagner un pion. Pour prendre l'initiative dans l'ouverture, nous devons effectuer des coups menaçants afin de provoquer un double effet, améliorer notre position et maintenir l'adversaire occupé en défense. Nous avons appris comment prendre l'initiative dans le jeu. C'est le moment de passer à la série d'exercices. Commençons avec le premier. Après une ouverture espagnole et une défense Steinitz, quel est le 4e coup que doivent effectuer les Blancs pour prendre l'initiative? Souvenez-vous que nous cherchons un coup qui soit à la fois bon du point de vue du développement et qui permette également de dominer le centre. Bien qu'il existe diverses options, il y en a une qui remplit toutes les conditions. Laquelle? Vous avez entre 1 et 5 minutes pour chercher la solution. Bien, allons-y. Le meilleur coup pour lutter pour l'initiative serait sans doute D4. C'est un coup de développement qui permet de mettre en jeu plusieurs pièces des Blancs.
Il cherche à contrôler le centre, et c'est un coup d'initiative parce qu'il menace de prendre le pion en E5, contraignant les noirs à se défendre. Félicitations à ceux qui ont trouvé la solution. Analysons maintenant 3 alternatives de plus, qui, bien qu'elles ne soient pas aussi bonnes que la précédente, atteignent assez bien l'objectif. La première serait le roc, un coup moins agressif, mais qui permettrait de jouer D4 au prochain coup et de lutter pour l'initiative. La seconde, qui suivrait la même ligne que le roc, serait C3, afin de préparer l'avance en D4. C'est un mouvement plus sophistiqué et un peu plus lent, bien qu'il ne soit pas mauvais. Et finalement, cavalier C3, qui pourrait être aussi justifié que l'alternative précédente, dans la mesure où ce mouvement est suivi par pion en D4. Si vous êtes d'accord, continuons avec le second exercice. Comme dans le cas précédent, avançons de 3 coups jusqu'à nous trouver dans le territoire des Blancs. Comme vous le voyez, les Blancs luttent pour prendre l'initiative. Les Noirs répliquent avec une défense Philidor habile, et finalement, le fou noir se déplace en G4 pour paralyser l'action du cavalier, dorénavant cloué. Même question que précédemment. Cette fois, le temps de réponse est de 2 à 10 minutes. Quel coup les Blancs devraient-ils effectuer pour lutter le mieux possible pour l'initiative? Nous allons résoudre l'énigme. Le coup idéal serait la prise D par E5. Ainsi, les Noirs ne pourraient pas reprendre E5 en perdant à la fois une pièce et un meilleur placement suite à la séquence de coups que nous sommes en train d'examiner. Les Noirs perdraient un pion, la possibilité de roquer, et ils devraient affronter de nouvelles menaces. Les Noirs se verraient alors obligés de jouer fou en F3. Les Blancs obtiendraient l'avantage grâce au coup ambitieux Dame en F3, suivi de fou C4 en poursuivant les menaces et une forte initiative. Effectivement, c'était le coup idéal pour lutter pour l'initiative et remplir en même temps toutes les conditions que nous avons déjà exposées. Félicitations à ceux qui ont trouvé. Voyez-vous d'autres possibilités? La première serait fou E2, un coup raisonnable qui cependant ne vise pas suffisamment à prendre l'initiative. Les autres alternatives seraient pion C3, cavalier C3, ou fou E3. Tous ces coups sont bons, mais ils sont moins efficaces que la prise D par E5. Abordons maintenant le dernier exercice que nous avons préparé. On arrive là aussi à cette situation après quelques coups à peine. Une ouverture avec la défense scandinave où les Noirs jouent mal puisqu'ils déplacent la dame plusieurs fois et perdent des temps. Et la question est, comment les Blancs peuvent-ils transformer l'avantage acquis dans le développement en une initiative puissante? Vous avez de 2 à 10 minutes pour le découvrir. C'est parti. C'est bon? Voyons la réponse. La meilleure solution serait cavalier B5. Curieusement, nous déplaçons une pièce 2 fois. Mais en agissant ainsi, nous sanctionnons sévèrement les Noirs puisque la menace est très forte. Vous avez trouvé la solution? J'espère que oui. Voyons d'autres options qui vous sont peut-être venues à l'esprit. Sauter en D5 en attaquant le pion avec le cavalier serait également un coup assez bon. Ainsi, les Noirs pourraient se défendre avec la dame, mais les Blancs renforceraient leur position au centre et continueraient à préparer leur avantage de développement. Un autre bon coup aurait été de sortir le cavalier en incitant les Noirs à gagner du matériel. Dans ce cas, les Blancs pourraient continuer à attaquer avec beaucoup de force en développant les pièces et en récupérant le matériel perdu avec des intérêts.
Nous allons maintenant étudier l'attaque et l'échec double. Ces deux types de coups, dont la fonction est de gagner des pièces, sont si importants et si fréquents aux échecs que jamais nous ne leur consacrerons l'attention suffisante. Mais nous allons essayer de le faire. Nous allons commencer en expliquant ce qu'est un échec double. Comme vous pouvez le voir sur l'échiquier, la dame blanche est en train d'attaquer le roi et la tour. Ceci est un exemple d'attaque double. Et comme dans ce cas, une des pièces est le roi, nous parlons d'échec double. Ce coup pose de sérieuses difficultés à l'adversaire, puisque le roi se voit obligé de se déplacer, laissant la voie libre à la dame pour prendre la tour et obtenir un important avantage matériel. Facile, n'est-ce pas? Voyons d'autres exemples. À nouveau, un échec double. Cette fois-ci, c'est la tour qui attaque le roi et le cavalier. Le roi doit esquiver la menace et permet à la tour de capturer le cavalier et de gagner du matériel. Continuons avec le fou, qui, comme vous le voyez, peut également mener à bien le coup d'une manière similaire à celui que nous avons vu avec la dame. Dans ce cas, il menace le roi et la tour. Le roi doit s'échapper et la tour effectue la prise, gagnant une pièce inestimable. Dans le cas du cavalier, l'échec double est connu comme fourchette du cavalier. C'est l'échec le plus imparable qui existe, puisqu'il n'y a pas de moyen de protection et que l'unique option viable est de s'échapper avec le roi ou, avec de la chance, capturer le cavalier. Dans ce cas, le cavalier menace le roi, qui, en fuyant, facilite la prise de la tour. Il y a encore une pièce qui peut réaliser un échec double. Vous avez deviné laquelle? Effectivement, c'est le modeste pion. L'attaque double du pion est connue comme fourchette du pion. Pour que le pion puisse réaliser cet incroyable coup, il doit avancer en menaçant deux pièces adverses et prendre celle qui ne s'échappe pas. Dans ce cas, la tour, puisque le roi n'a pas d'autre possibilité que de s'éloigner. Une fois appris ce qu'est un échec double, nous allons voir quelques cas pratiques. Commençons avec un exemple de fourchette en pleine ouverture. Faites attention. Après une défense française, les Noirs développent un cavalier et un fou. Apparemment, les deux pièces semblent bien placées. Mais en fait, pas du tout, puisqu'elles sont à la portée d'une attaque double du pion adverse. Comme vous pouvez le voir, vous devez faire très attention à ce type de situation. Comme vous l'avez sans doute déduit, il ne s'agissait pas dans ce cas d'un échec double, puisque le pion attaquait deux pièces, mais aucune d'entre elles n'était le roi. Nous allons voir maintenant un autre exemple tiré d'une partie réelle. Dans celle-ci, nous découvrirons que parfois, les grands maîtres peuvent se tromper aussi. Et grandement. Le nom d'Anatoly Karpov vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Eh bien, rendez-vous compte qu'en 1993, en étant vice-champion du monde, il a peut-être commis la plus grande erreur de sa carrière après avoir déplacé un fou noir en D6. A priori, il s'agissait d'un bon coup puisqu'à partir de cette case, il contrôlait une vaste diagonale, en plus de cases centrales très importantes. Mais ce n'en était pas un. Son adversaire, le grand maître nord-américain Larry Christiansen, n'en croyait pas ses yeux. Vous avez trouvé comment sanctionner la négligence de Karpov? Effectivement, Dame D1. Avec un seul coup, Christiansen a réalisé une attaque double du cavalier et du fou, sans défense ni contre-attaque possible, qui laissa Karpov abasourdi. Ce fut tel que, suite à une pareille erreur, il décida d'abandonner. Après ce cas surprenant, voyons une attaque double caractéristique sur la case F7. Pour ce faire, retournons au XVIIe siècle et à notre ami italien Giacchino Greco, dit le Calabrais. Après une ouverture erronée de son adversaire, Greco a déjà développé deux pièces, a protégé son roi et a sorti sa tour en seulement 4 coups.
En revanche, son adversaire a seulement un pion et la dame placée à un mauvais endroit. Tirant profit de la situation, les blancs effectuent le coup surprenant fou en F7 échec. Les noirs tombent dans le piège, ils le capturent et donnent à l'adversaire carte blanche pour essayer de faire un échec double avec le cavalier au couple royal. Comme vous le savez, l'échec du cavalier oblige le roi à se déplacer. Gréco put ainsi prendre la dame de son adversaire, qui est ensuite abandonnée après seulement 7 coups. Comme nous pouvons le voir, l'échec double est une arme terriblement puissante. Voyons maintenant une partie d'élite entre le Hongrois Lajos Portisch et le Russe Viktor Korchnoi. Ici, les Noirs ont la possibilité d'attaquer en même temps le roi et la dame. Le problème, c'est que la case des deux est contrôlée par un fou et une tour. Korchnoi, qui joue avec les Noirs, sait que le fou blanc est cloué par l'action de sa tour sur le roi et par conséquent, il ne peut pas se déplacer. Mais la tour, elle, défend des deux efficacement. Ainsi, le joueur suisse échange sa dame contre la tour, fait échec pour prendre la dame adverse et à la fin de la combinaison, il finit par gagner une précieuse tour en échange d'un cavalier. Dans le dernier exemple, nous avons vu une attaque double précédée d'un coup préparatoire. Dans ce cas précis, un sacrifice. Nous allons continuer avec d'autres exemples. Tout d'abord, nous allons analyser une attaque double où il y a défense. Ici, la dame blanche est en mesure de lancer 2 attaques doubles. En se déplaçant en E2, elle choisit de la diriger contre le cavalier et la tour adverse. Mais les noirs ont la possibilité de s'en sortir indemnes. Vous voyez comment ? Effectivement, la réponse correcte serait de déplacer le cavalier en B4. Il fuirait ainsi face à l'attaque et couvrirait l'autre pièce attaquée. Par conséquent, il s'agirait d'une défense directe. Si en revanche la dame décidait de se déplacer en E4, le cavalier et le fou seraient menacés. À nouveau, les noirs sont en condition de se défendre, bien qu'ils aient besoin de 2 coups pour le faire. Vous devinez lesquels ? La réponse est qu'ils peuvent se défendre en contre-attaquant. Regardez. Le cavalier noir se déplacerait en D4 en incitant la dame à accomplir l'attaque double. Et quand elle tomberait dans le piège, le cavalier se déplacerait en E2 pour surprendre l'adversaire avec un échec double dévastateur pour le couple royal. Si le coup précédent était une défense directe, celui-ci est une défense indirecte puisque nous avons eu besoin de 2 coups pour la mettre en pratique. Mais revenons à la position de départ. Quel coup serait le plus puissant pour tirer profit des pièces noires sans défense ? La solution serait de recourir à une tactique très surprenante et peu habituelle, l'attaque triple. Et pour y arriver, nous devrions déplacer la dame en C4. De cette manière, nous serions en train de menacer les 3 pièces noires à la fois. Vous devez savoir qu'il est très rare de pouvoir se défendre contre les attaques triples. Dans ce cas, les noirs peuvent seulement défendre 2 de leurs pièces. Dans cette position, nous avons vu un exemple de défense directe, un de défense indirecte et un autre d'attaque triple. Voyons maintenant un exemple de contre-attaque. Pour cela, nous allons voir une partie du joueur d'échecs russe Mikhail Chigorin, où les noirs, au 11e coup, ont réalisé une attaque double avec cavalier en F7. Les noirs, au lieu de prendre roi par cavalier, coup qui en réalité les laisserait en mauvaise posture, se sont lancés dans une contre-attaque en menaçant à la fois une pièce plus précieuse, ce qui est toujours une bonne manière d'affronter l'attaque double. Comment ont-ils fait ? En déplaçant la dame en H4 et en attaquant le roi. De cette manière, les blancs n'ont pas eu le temps de prendre la tour. Le jeu se poursuit avec une attaque double du pion et du cavalier blanc contre la dame et la tour noire, ce à quoi les noirs répondent à nouveau en mettant échec. Les blancs se sont remis à attaquer et les noirs ont répliqué avec une énième contre-attaque.
Nous remarquons que la tour noire en H8 reste saine et sauve coup après coup grâce à la bataille qui est en train de se livrer de l'autre côté de l'échiquier. Finalement, quand les blancs ont pris le cavalier et que la dame noire a fait échec, le roi a enfin pu prendre le cavalier blanc et sauver définitivement sa tour. Nous disposons maintenant de suffisamment d'informations pour aborder les exercices. Vous êtes prêts? Les blancs jouent et obtiennent l'avantage matériel grâce à une attaque double. Comment? Avec quel coup? Vous avez de 2 à 10 minutes pour y réfléchir. Vous avez trouvé? La solution est tour en D6. Pourquoi? Parce qu'après la prise obligatoire, tour en D6, le pion a la possibilité d'avancer d'une case et de réaliser une fourchette, c'est-à-dire une attaque double. Quand les noirs se voient obligés de sauver la dame, le pion prend l'autre pièce et nous observons que finalement, il gagne une pièce. Je suis certain que beaucoup d'entre vous sont en train de se demander pourquoi ne pas réaliser une attaque double directement lors du premier coup. Revenons à la position initiale et vérifions pourquoi. Si nous avançons directement le pion en E5, fou et dame pourraient le prendre sans problème, de sorte que les blancs auraient effectué une attaque que nous pourrions qualifier de suicidaire en perdant le pion. Félicitations à ceux qui avaient trouvé la réponse correcte. Passons à l'exercice suivant. Les blancs jouent et peuvent gagner des pièces. De quelle manière? Cet exercice est plus difficile que le précédent, soyez donc très attentifs. À nouveau, vous avez de 2 à 10 minutes pour le résoudre. Attention, le chronomètre démarre. Maintenant. Comment ça s'est passé? On voit la solution? Regardez. Cherchons comment prendre la tour sans défense qui se trouve en A8. Pour l'attaquer, il faudrait jouer dame E4 et en même temps, nous menacerions mat en H7. Mais le cavalier placé en F6 nous en empêche, puisqu'il défend le pion en H7 et la case E4. Ainsi donc, nous devrons l'éliminer avec notre fou. Et cette fois, nous pourrons jouer notre dame en E4 et faire une attaque double. Les noirs doivent empêcher le mat, et la dame peut prendre sans problème la tour noire. Nous avons vu comment les blancs ont besoin d'un coup préliminaire avant de réaliser l'échec double. Par conséquent, souvenez-vous, chaque fois que vous voyez la possibilité d'échanger des pièces, demandez-vous avant si la nouvelle position offre une autre tactique de combinaison. Si c'est le cas, faites l'échange. Ce n'était pas facile, donc toutes mes félicitations à ceux qui l'ont résolu. Et pour ceux qui ne l'ont pas trouvé, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez vous rattraper tout de suite avec l'exercice suivant. Cette fois-ci, il s'agit d'un problème de défense. Nous jouons avec les noirs et les blancs nous menacent avec un échec double grâce à l'action combinée de 2 pièces. La question est évidente. Comment allons-nous nous défendre? Une fois de plus, nous avons de 2 à 10 minutes pour essayer de trouver la réponse. On révèle l'énigme? Bien qu'il y ait 2 coups possibles, le meilleur est fou D6, puisqu'il interrompt l'action du fou blanc sur la case C7. Ainsi, il reste à l'abri. Cavalier A6 aurait été une erreur, car même s'il est vrai qu'il empêche l'échec double, les blancs auraient la possibilité d'échanger pour s'ouvrir une attaque. Vous voyez, ils échangent la pièce et après ils peuvent faire un échec double et gagner la tour, ce qui est désastreux pour les noirs.
Donc, prenez toujours en considération qu'avant de réaliser un coup, vous devez vous demander si l'adversaire sera en état de faire des prises ou des échecs. Aux échecs, le niveau d'activité se définit, comme son nom l'indique, par le nombre de pièces actives, le nombre de cases contrôlées et leur potentiel. Comme pour l'initiative, l'activité est aussi un avantage temporaire, étant donné que, pendant une partie, nous pouvons être plus ou moins actifs selon la situation dans laquelle nous nous trouvons. Pour cette raison, il est très important que nous sachions transformer cet avantage temporaire en quelque chose de plus durable, comme l'avantage matériel, ou en quelque chose de plus permanent, comme provoquer des faiblesses de type structurel à l'adversaire. Nous allons présenter quelques exemples qui nous aideront à mieux comprendre. Commençons avec une partie de Capablanca. Analysons l'activité de chacune des pièces. Le cavalier blanc a 8 cases disponibles, alors que le noir en a seulement 4. De plus, le blanc contrôle des cases importantes, à la différence du noir, limité à se défendre. D'un autre côté, le fou blanc joue sur tout l'échiquier et domine une importante diagonale d'attaque sur la case H7, en plus de déployer son jeu sur l'aile Dame. En comparaison, le noir contrôle seulement 4 cases, en faisant de la défense de la case E6 sa tâche principale. Ensuite, Capablanca déplace son cavalier en D6 pour envahir la position adverse et empêcher que les tours noires deviennent actives en attaquant le pion D4. Observons comme les noirs ne dépassent pas la 3e rangée, alors que les blancs sont confortablement placés au centre et occupent les positions en territoire adverse. Vous voyez la différence? Regardons maintenant comme la grande activité de leurs pièces a fini par profiter aux blancs. Les noirs ont joué avec le clouage et la vulnérabilité de la dame blanche pour organiser leur défense, mais les blancs ont tiré profit de la grande activité de leurs pièces pour déplacer des effectifs. Comme vous le voyez, cela vaut la peine d'avoir une plus grande activité. Avec ces 2 coups suivants, Capablanca lance une tour à l'attaque contre la position du roi, qui commence à s'avérer délicate. En définitive, il est important de signaler que pendant que les blancs étaient en train d'accumuler des effectifs, le roi était défendu par moins de pièces que celles qui attaquaient. Nous venons de voir que plus l'activité de nos pièces est importante, plus les possibilités d'obtenir l'avantage sont grandes. Passons à un autre exemple. Il s'agit d'une partie entre Spassky et Petrosian, disputée à Moscou en 1969. Dans ce cas, nous observons une position où les noirs ont un pion d'avantage. En même temps, nous remarquons que les 2 pions qui se placent sur l'aile Dame ne vont plus pouvoir avancer. Pourquoi? Eh bien à cause de la centralisation et l'activité des pièces blanches. À la différence des 2 pions, le pion blanc placé en D5 occupe une position centrale. Il est plus avancé et en plus, il est soutenu par sa tour. Résultat, la dangerosité de ce pion est beaucoup plus grande que celle de ses 2 adversaires. Que se passe-t-il avec le reste des pièces? Montre-t-elle un niveau différent d'activité? Vérifions-le. Pendant que la dame blanche contrôle un bon nombre de cases importantes depuis le centre, la dame noire est perdue à une extrémité et domine des cases de faible importance. De l'autre côté, le cavalier noir dispose de 4 cases, alors que le cavalier blanc en contrôle 8. Finalement, les tours blanches occupent les colonnes centrales qui sont capitales, en opposition aux noirs qui ont un rayon d'action plus limité. Qu'a fait Spassky pour transformer son avantage temporaire en quelque chose de plus durable? Il a avancé son pion jusqu'à la 7e rangée, sans crainte de se le faire prendre, car il avait le soutien de la tour et au besoin de celui des autres pièces. Les noirs ont répondu en essayant d'échanger les dames, ce qui les aurait avantagés. Mais Spassky a refusé l'invitation en plaçant sa dame dans une position de défense et attaque. La progression du pion finit par être essentielle pour tirer parti de la grande activité de ses pièces et transformer son avantage en quelque chose de substantiel. Voyons rapidement la succession de coups qui le démontre.
Après avoir appris de grands maîtres, nous allons voir un dernier exemple joué par deux très jeunes joueurs de 16 ans. Dans celui-ci, nous verrons comment l'activité compte aussi lors des fins de partie et de quelle manière. Commençons au 21e coup des Noirs, Roi F6, car les Noirs ont détecté un point faible dans la position des Blancs, et ils se dirigent précisément vers lui. Le Roi défend son pion blanc, et les Noirs répondent avec la première partie de la manœuvre d'activité. Ils arrivent à mettre le Roi en situation passive et à paralyser l'action du cavalier avec le prochain mouvement du fou en F4. Les conséquences sont immédiates. Quand le cavalier essaie de manœuvrer, il s'aperçoit que le fou est déjà en train de gagner des pièces. Résultat, les Noirs restent avec un pion de plus et finissent par gagner la partie. Comme vous l'avez vu, l'activité est fondamentale pour pouvoir mener la partie en terrain favorable. Quand vous devez vous décider et que vous ne savez pas très bien quoi faire, parlez avec vos pièces. Essayez de découvrir si elles se sentent épanouies, si elles se trouvent dans la case où elles aimeraient être, quelles sont leurs ambitions. Ainsi, vous découvrirez que souvent, ce sont elles-mêmes qui nous réclament à corps et à cri où aller pour améliorer leur position et déployer leur potentiel. Maintenant, vous connaissez la théorie. Désormais, c'est à vous de la mettre en pratique. Prêt pour les exercices ? Voici la situation de départ. Les Noirs jouent. Vous avez de 2 à 10 minutes pour dire de quelle manière vous optimiseriez l'activité de vos pièces. Vous êtes prêts ? Alors on y va. Et la réponse correcte est cavalier F4. Ce coup améliore l'activité du cavalier et surtout il prépare l'activité de la dame en G4, d'où elle va exercer une pression sur le roi adverse. En même temps, il est important de souligner qu'en F4, le cavalier exerce une pression aussi sur le point le plus faible des Blancs, qui dans ce cas est D3. Les Blancs répondent avec tour A3, et les Noirs atteignent leur objectif avec dame G4, en parvenant à une position confortable qu'ils n'auraient pas obtenue sans déplacer le cavalier en F4. Comment ça s'est passé? Bien? Cet exercice est un peu plus difficile. Les Noirs jouent et ont un pion de moins, bien que cela soit compensé par la bonne situation de leur dame et de leur tour. Cette fois-ci, nous allons vous laisser 3 à 15 minutes pour deviner quel coup peut aider les Noirs à continuer à activer leurs pièces et améliorer leur position. Et le meilleur coup que les Noirs pouvaient faire est fou D7. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons parlé avec nos pièces et qu'elles nous ont dit que la dame et la tour étaient bien placées et que le fou voulait dominer une diagonale avec beaucoup d'avenir comme l'est C8 H3. D'ici, le fou peut accéder à G4 et menacer la case F3. Nous reconnaissons que ce n'était pas facile, alors félicitations à tous ceux qui ont trouvé et courage à ceux qui n'ont pas trouvé. Continuons avec le troisième et dernier exercice de stratégie. Ici, les Blancs ont l'opportunité d'échanger tour contre cavalier, un coup qui sera très positif du point de vue de l'activité. La question est, quelles conséquences aura cet échange? La question est un peu plus facile que la précédente, donc vous avez de 2 à 10 minutes pour y répondre. Vous êtes prêts? C'est parti. Cherchons maintenant la réponse à l'énigme. Prêt pour mettre en pratique la leçon? Il s'agit effectivement du coup tour prend cavalier. C'est très bien, car même si l'on sacrifie temporairement la qualité, au prochain coup se met en évidence une attaque de la tour, restée sans défense. 2 pièces blanches attaquent 2 pièces noires. Les Noirs réagissent de la meilleure façon possible, et la première partie de la manœuvre se termine.
les blancs ont échangé tour et pion par cavalier et fou. Bien que l'échange semble égal, il faut vérifier comment sont les pièces restantes. Et nous voyons que les pièces blanches restent très actives. La tour noire n'a pas de colonne parce qu'elle se heurte à la forte position du cavalier blanc, et les fous centralisés ont à leur disposition d'importantes diagonales. Le résultat est que, en peu de coups, la tour adverse succombe, victime de l'attaque des pièces blanches, transformant ainsi son avantage d'activité en un avantage matériel déterminant. Nous allons étudier la promotion d'un pion éloigné. Même si les pions représentent les pièces les moins fortes aux échecs, en finale, ils peuvent devenir déterminants s'ils atteignent la 8e rangée et parviennent à se transformer en toute autre pièce plus puissante, comme par exemple une dame. Voyons maintenant quelques exemples qui vont nous aider à comprendre. Commençons avec le thème du pion passé éloigné. Et pour l'expliquer, présentons la position suivante où les blancs ont le trait. La question qui survient est claire. Le pion aura-t-il le temps d'atteindre la case A8 et de se transformer en pièce supérieure? Pour le savoir, sans avoir besoin de calculer des coups, nous devrons appliquer une méthode simple, nommée la règle du carré. Regardez. Nous traçons une diagonale depuis la case où se trouve le pion jusqu'à la dernière case de la 8e rangée. Cette diagonale nous aide à délimiter les sommets du carré, que nous terminerons en fermant le carré imaginaire. Si une fois fermé, le roi est à l'intérieur, il aura le temps d'arrêter le pion. Dans le cas contraire, le pion ne sera jamais rattrapé et il pourra être promu. De cette manière, il ne sera pas nécessaire de calculer un coup. Cette fois-ci, c'est au tour des blancs et par conséquent, le pion gagnera la 8e rangée sans être rattrapé. Si en revanche, c'est au tour des noirs de se déplacer, le roi entrera dans le carré et finira par rattraper le pion. Comme vous voyez, dans ce type de finale avec roi et pion, il nous sera très utile d'appliquer ces simples notions de géométrie qui constituent la règle du carré. Examinons un autre exemple. Ici, les noirs jouent. Est-ce que le roi noir entrera dans le carré imaginaire en réalisant son prochain mouvement? Évidemment. Une fois le carré dessiné, nous voyons que le roi se déplace et oui, il entre à l'intérieur. Par conséquent, il sera capable de neutraliser le pion, d'éviter sa promotion et de terminer en partie nulle. Vous le voyez? Ça semble facile, n'est-ce pas? Bon, attention, parce que nous devons être attentifs à un petit détail que vous avez peut-être oublié. Regardez cette situation. Le roi est à l'intérieur du carré et il pourra arrêter le pion, n'est-ce pas? C'est faux. Pourquoi? Car observez que le pion part de sa case d'origine et que par conséquent, il peut avancer de 2 cases dans le premier mouvement. En le faisant, il laissera le roi à l'extérieur du carré imaginaire et il pourra atteindre la file 8 sans être neutralisé. Donc, quand le pion part de sa case d'origine, nous devons tracer le carré depuis la 3e file et pas depuis la seconde où il se trouve. Mais comment tracer le carré au cas où il y a plus d'un pion? Revenons à la situation initiale. Dans ce cas, c'est plus difficile, parce que nous avons 3 pions et nous pourrons seulement tracer le carré quand le pion effectuera la rupture et qu'il s'échangera en B4. Avant cela, nous devons apprendre une règle. En premier lieu, nous avançons toujours le pion qui n'a pas d'obstacle. Pourquoi? Parce que si nous avançons l'autre pion, les blancs joueront à 4 et bloqueront avec un seul pion les 2 autres de l'adversaire. Donc, rappelez-vous, pour promouvoir un pion passé, nous commencerons toujours en avançant celui qui n'a pas d'obstacle. Prêt pour mettre en pratique la leçon? Les blancs jouent. Et la question est-ce que les blancs pourront promouvoir un pion sans l'aide de leur roi? Votre temps de réponse est de 2 à 10 minutes et commence maintenant.
Vous connaissez déjà la réponse? Nous allons vous donner une piste pour aider ceux qui en ont besoin. Ceux qui ne souhaitent pas être aidés peuvent faire une pause et se mettre à réfléchir. La piste est: pour que le pion soit promu, il faut qu'il arrive jusqu'à B5. Les noirs pourraient prendre, et le pion qui irait se transformer en dame serait le pion blanc placé en A5. Est-ce que le roi noir entrera dans le carré imaginaire formé par ce pion? Telle est la question. Avec ou sans indice, voyons si vous avez trouvé la bonne réponse. C'est cela. Les blancs pourront gagner en avançant leur pion. Pourquoi? Parce que quand les noirs devront prendre, ils laisseront la voie libre à l'autre pion pour le promouvoir, sans que le roi noir puisse l'empêcher et sans que soit nécessaire l'intervention du roi blanc. Vous aviez trouvé? Nous sommes sûrs que oui. Dans cet exercice, nous allons devoir appliquer la règle du carré de manière parfaite. Face à cette situation, est-ce que les blancs peuvent gagner en échangeant des pièces? Est-ce suffisant ou est-ce que le roi noir sera capable d'arrêter le pion? Ayez à l'esprit que si les blancs avancent en premier leur pion, peut-être auront-ils une autre possibilité de gagner. Par conséquent, que ferions-nous? Nous prendrions le cavalier? Vous avez de 2 à 10 minutes pour trouver la solution. La réponse est que la prise du fou par le cavalier est un très bon coup, puisque suite à la prise obligatoire, les blancs se déplacent et avancent de 2 cases leur pion en établissant un carré hors de la portée du roi noir. Si nous revenons à la position initiale, nous voyons que le roi est à l'intérieur du carré. Par conséquent, prise du fou par le cavalier plus prise obligatoire était la formule adéquate pour l'écarter et le mettre hors course. Nous allons essayer de résoudre un dernier exercice. Vous aurez de 3 à 15 minutes, donc soyez très attentifs parce qu'il n'est pas simple. Vous êtes prêts? Cet exercice est une étude du compositeur et joueur d'échecs Richard Beatty, qui au début du XXe siècle proposa cette position pour démontrer de manière brillante que les blancs étaient capables de faire partie nulle en dépit de circonstances désespérées. La question est évidente. Les blancs jouent. Comment y parviennent-ils? Voici quelques pistes qui pourront vous aider à trouver la solution si après 5 minutes, vous ne l'avez pas trouvée. Regardez. Le pion blanc est contrôlé par le roi adverse, donc si nous avançons, il sera pris. De plus, le roi blanc est à l'extérieur, et de beaucoup, du carré du pion noir. Donc, la logique indique que les blancs sont en très mauvaise posture. Quelle combinaison a imaginé Réti pour contredire la logique? Voyons cela. Le roi part pour contrôler les cases F6 et E5. Les noirs, évidemment, avancent leur pion. Quand le roi blanc arrive en F6, les noirs se rendent compte que le roi blanc essaie d'aider à la promotion de son pion. Par conséquent, les noirs décident de faire un coup préliminaire avec leur roi, car s'ils avancent leur pion, les blancs arriveraient juste à temps pour aider le leur et ils obtiendraient partie nulle. C'est ainsi que le roi noir essaie de l'éviter et se déplace en B6. Il semble maintenant que la situation soit perdue. Mais non, d'une manière incroyable, le roi blanc se déplace en E5 et parvient au miracle. Il menace d'aider son pion et quand le roi prend, il entre miraculeusement dans le carré du pion noir. Résultat final, partie nulle. Incroyable, n'est-ce pas? Avez-vous réussi à rivaliser avec Réti? Si c'est le cas, félicitations. Sinon, courage et continuez à étudier. Les pions éloignés sont déterminants. Par conséquent, avant d'échanger les pièces et de commencer une finale de roi et pion, nous devons vérifier leur situation et leurs possibilités de promotion. Bon, eh bien nous sommes arrivés à la leçon du grand maître. Et comme toujours, c'est Miguel Illescas qui nous accompagne. Bonjour. Bonjour Marcos, ravi de te revoir. Tiens, comme tu me disais juste avant, voici un exemple que nous ne sommes pas prêts d'oublier, n'est-ce pas? Oui, la vérité c'est que la partie dont je viens parler aujourd'hui et que j'ai disputée quand j'avais seulement 15 ans est de celles qui réellement te font dire que jamais plus on ne t'y reprendra.
J'ai commis une erreur incroyable dans une position qui, comme tu peux le voir, est apparemment équilibrée. Eh bien, maintenant tu as aiguisé ma curiosité. C'était le placement des pièces? Oui, je jouais avec les blancs. Voici les pièces, comme tu peux le voir. Cela semble équilibré. Oui, selon moi, c'est très équilibré, oui. Oui, il s'est passé la chose suivante. Ce qui aurait été logique, c'est de sortir le fou en D3 et ensuite de faire le petit roc pour mettre le roi à l'abri. Le roi est au centre ici, il est très bien protégé avec ses pions dans l'aile roi. La partie semble complètement à égalité. J'ai pensé que ce serait bien dans cette situation d'égalité totale de jouer roi D2. Il a échangé le cavalier contre le fou. J'ai pris et j'espérais ici un bon petit roc, peut-être un petit avantage. La vérité, c'est que quand il a fait le grand roc et échec, ça m'a vraiment stupéfait. Et au revoir la tour. C'est dur. Exactement. Il me fait échec avec la tour et prend ma tour avec son roi. C'est une chose à laquelle tu ne t'attends pas, étant donné qu'avec l'aile dame totalement détruite, tu ne t'imagines pas qu'il puisse te faire le grand roc. C'est un point important. Sache que même s'il ne reste aucun pion, le grand roc est parfaitement légal. J'ai dû abandonner, je lui ai serré la main, mais je n'ai jamais oublié ce jour, et par chance, ceci ne s'est jamais reproduit. Bon, ne t'inquiète pas. Comme disait Capablanca, on apprend plus d'une défaite que de 100 victoires. Oui, j'ai toujours aimé cette phrase de Capablanca, l'homme qui n'a jamais perdu. 7 ans sans perdre une seule partie quand il était champion du monde. Bon, Miguel, comme toujours, merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous. À la prochaine partie. Bien sûr, Marcos. Bien, c'est terminé. J'espère que vous avez trouvé intéressant ce que nous avons vu, et rappelez-vous, mettez en pratique les concepts que vous avez assimilés. À la prochaine session.